l'Ukraine est un pays hyper corrompu, avec tous les systèmes mafieux qui règnent. Et donc, aujourd'hui, sur le plan militaire, c'est fini. La propagande occidentale nous dit, oui, mais les Ukrainiens ont perdu 43 000 hommes. Les Russes auraient perdu plus de 500 000 hommes. Puis la stupidité de cette histoire-là, c'est que les Russes perdent 500 000 hommes, continuent à avancer. Les Ukrainiens qui ont perdu 43 000 hommes se cherchent, ne savent plus à quel sens se vouer et cherchent des hommes pour recruter. La réalité des faits est que l'Ukraine a été saignée démographiquement. Ils ont perdu la guerre. Et si les Européens sont agités dans cette histoire-là, c'est parce que ce n'est pas seulement la défaite de l'Ukraine. Aux yeux du monde, c'est aussi la défaite de l'Occident. La politique au plus haut niveau n'est pas un jeu pour des esprits étroits, ni pour des spectateurs paresseux, parce qu'il arrive en politique que les acteurs eux-mêmes ne comprennent pas leur rôle dans le scénario du film qu'on leur a proposé, dans lequel ils jouent. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Zelensky. Ça y est, l'Ukraine a définitivement perdu la guerre, alors même que beaucoup de médias occidentaux nous annonçaient ou nous ont annoncé pendant de longues périodes à quel point la Russie était en difficulté, à quel point le soutien occidental allait permettre à l'Ukraine de gagner la guerre contre la Russie. Force est de reconnaître aujourd'hui qu'ils se sont tous trompés, qu'on a assisté à beaucoup de propagande et qu'à la fin de la journée, la Russie semble avoir aujourd'hui définitivement remporté la guerre. Quelles vont être les conséquences pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour les États-Unis? On en parle dans cette vidéo avec notre spécialiste maison, Patrick Mbeko. C'est parti. Bonjour Patrick Mbeko. Bonjour Philippe. Ben écoute, on se retrouve dans cette émission pour parler de géopolitique. Cette fois-ci, on va sortir du continent africain pour aller sur un conflit sur lequel on avait longuement discuté à plusieurs reprises, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et il se trouve qu'aujourd'hui, est-ce que déjà tu peux nous faire une présentation de la situation actuelle? On ne parle plus beaucoup de ce conflit. On en a bavé dans les médias, les mainstream en tout cas en Occident. Matin, midi, soir, on entendait nous expliquer comment la Russie allait perdre. Et aujourd'hui, plus rien. On entend des petits bruits de couloirs à gauche, à droite qui disent que c'est bien Vladimir Poutine qui semble dicter clairement sa loi. Il ne veut pas parler à Zelensky, il ne veut pas de ci, il ne veut pas de ça. Et c'est lui qui dicte le tempo, même à Trump, c'est lui qui dit ce qu'il veut finalement. Quelle est la situation en Ukraine? Et la situation sur le terrain militaire est que l'Ukraine est en train de perdre du terrain, c'est une évidence. Près de 20%, même plus de 20% du territoire ukrainien est occupé par la Russie. Et aujourd'hui, on a appris qu'il y a eu un appel téléphonique entre Donald Trump et le président Poutine pour trouver une solution à la crise qui déchire l'Ukraine et la Russie. Donc, on en est là. Bien entendu, et tu l'as dit, on a eu des discussions à ce sujet, il y a eu quoi, 2 ou 3 émissions. Dans la dernière, j'avais même dit ici, même à vos web spectateurs, que la guerre était déjà finie de mon point de vue. La guerre était finie parce que l'Ukraine l'avait déjà perdue. Bon, il y avait des gens qui avaient dit, oui, on exagère un peu, et c'était au moment où l'Ukraine avait, parallèlement à la poussée de la Russie, avait occupé une partie du territoire russe à Kursk. Et donc, il y avait des gens qui avaient dit, mais monsieur Mbeko, vous vous trompez. Non, je pense que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la lecture des événements entre quelqu'un qui fait de la géostratégie ou de la stratégie et quelqu'un qui n'en fait pas, en fait, les deux n'ont pas le même rapport au temps et aux événements. Ça, c'est très important de le comprendre. Moi, quand je dis la guerre est finie, c'est une analyse prospective. Je me base sur des réalités géopolitiques et militaires. C'est une analyse aussi géostratégique. Donc, c'est sûr que si tu ne fais pas de la géostratégie ou tu ne connais pas les subtilités de la géopolitique, tu diras, oui, mais on observe ceci, oui, mais le rapport au temps et aux événements est différent d'une personne à une autre. Et donc, quand j'avais dit que la guerre était finie, c'est parce que j'estimais que l'Ukraine ne pouvait plus rien faire pour renverser le rapport de force et que la Russie était partie pour conquérir tout le Donbass à moins que l'Ukraine n'accepte rapidement de discuter, de trouver une entente autour de la question. Alors aujourd'hui, est-ce que on peut officiellement dire que l'Ukraine a perdu la guerre? Ou alors est-ce Mais qu'il y a moi, encore est-ce qu'il y a encore un espoir? il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir depuis plusieurs mois. Je veux rappeler quand même un élément important qui est passé sous le radar des médias. Tu sais, Philippe, c'est depuis fin 2022 que des Américains, à l'époque, on a l'époque de Biden, qui était un soutien actif de l'Ukraine quand même. Mais de fin 2022, les Américains disaient déjà qu'il sera difficile à l'Ukraine de reprendre les villes conquises par les Russes. Fin 2022.
C'est très important de le savoir. Et donc, tout ce qu'on a fait par la suite, c'était de la gesticulation pour montrer que les pays de l'OTAN étaient auprès de l'Ukraine au nom d'une prétendue défense de la liberté, de la démocratie, alors qu'il n'en est rien. L'Ukraine est un pays hyper corrompu avec tous les systèmes mafieux qui y règnent. Et donc, aujourd'hui, sur le plan militaire, c'est fini. Et il faut aussi rappeler une réalité que les gens n'ont pas vue, et ça peut se comprendre au regard de la propagande occidentale qu'on a pu observer, c'est que avant la fin, dès, je crois, juin, juillet 2022, le système de défense ukrainien était hors circuit. L'Ukraine a résisté, il faut le reconnaître, grâce à l'appui occidental. L'Ukraine, en tant que pays avec une armée structurée et tout, a cessé d'exister dès 2022. Donc l'Ukraine qu'on observe aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est soutenue à bout de bras par les pays de l'OTAN. Et on sait aujourd'hui que ces pays sont incapables de produire des armes au même titre, au même rythme que la Russie. Ces pays sont incapables de soutenir militairement l'Ukraine. On le reconnaît maintenant publiquement, officiellement, que l'Union européenne ne peut pas, même les États-Unis ne peuvent pas suivre le rythme de soutien militaire à l'Ukraine qu'on a pu observer au début de la guerre. C'est impossible. Or, les Russes, eux, leur économie est, entre guillemets, est devenue une économie de guerre, en partie, pas totalement. Ça leur a permis de contourner, de résister aux sanctions. Leur basculement vers l'Asie, cette ouverture vers le sud global leur a permis de résister aux sanctions, même s'il faut-il le dire, c'est un pays quand même aussi un peu touché, mais sur le plan militaire, c'est la fin, c'est fini. L'Ukraine ne peut plus rien faire. Et maintenant, les gens de Trump disent tout haut ce que les gens de Biden disaient tout bas et que tout le monde savait déjà à l'époque dans les états-majors des pays de l'OTAN. Alors, quel est le but de la Russie finalement? Conquérir le Donbass, aller jusqu'à Kiev. Que veut la Russie? La Russie Parce n'a qu'elle jamais voulu. elle a quand même perdu beaucoup d'hommes dans cette guerre. Oui, mais c'est sûr. Mais il faut comprendre une chose aussi. Euh, c'est un élément qui a été beaucoup négligé. L'une des raisons pour lesquelles les Russes ont perdu beaucoup d'hommes, c'est que au début de la guerre, ils n'ont pas fait attention à la détermination, au cynisme des Ukrainiens et surtout du régiment Azov. Lorsque les Russes sont rentrés en Ukraine, bon, après, il y avait aussi un excès de confiance, il faut le dire, hein, et qui s'est retourné contre eux d'une certaine manière. Mais il faut comprendre que les Russes se battent dans le Donbass, qui est russophone. Donc, autrement dit, ils se battent sur un territoire dans lequel se trouvent leurs propres frères. C'est-à-dire que la vie, parce que les Russes sont réputés être des grands artilleurs. Si c'était une guerre entre l'Ukraine et la Russie sans les populations russophones du Donbass, la guerre aurait pris fin depuis longtemps parce que les Russes allaient raser le Donbass. Et ils sont réputés pour ça. Mais là, ils ont dû faire très attention, de sorte qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes parce que ils ont privilégié la préservation de la vie humaine et notamment de leurs frères qui sont au Donbass. Alors que ceux qui sont en face, les gens du régiment Azov, tous ces Ukrainiens qu'on appelle, qui ont des affiliations néo-nazis, eux se foutaient de la population. Et on a des rapports, Amnesty International l'a documenté, ils mettaient les civils devant, ils se cachaient derrière. Ce qui fait que les Russes ne pouvaient pas tirer sur les civils. C'est leurs frères russophones, ce sont des Russes comme eux en réalité. Et donc, les autres qui étaient cachés derrière les civils avaient la facilité de les atteindre beaucoup plus facilement. Donc, au début de la guerre, c'est pour ça qu'on a assisté à un nombre vertigineux de morts russes, des militaires russes au début de la guerre. Et quand les Russes l'ont compris, ils se sont réorganisés de sorte à anticiper les actions de l'adversaire. C'est pour ça que vous avez vu, par exemple, la guerre, comment, cette ville qui est tombée, là, cette grande ville du sud qui est tombée, là, comment ça s'appelle La ville où il y avait ukrainienne? oui, où il y avait où il y avait où il y avait le gros du régiment Azov là, où il y avait l'usine là, où il y avait comment ça s'appelle Ça va ce... revenir. Ok, d'accord. En fait, c'est pour ça qu'il y a eu des combats ont duré dans ces villes-là. Et aussi, les Russes essaient de perdre beaucoup moins d'hommes. Mais ce qu'on observe du côté ukrainien, ça, c'est extrêmement terrible. Parce qu'on nous dit, la propagande occidentale nous dit, oui, mais les Ukrainiens ont perdu 43 000 hommes. Bon, les Russes auraient perdu plus de 500 000 hommes. Bon, la stupidité de cette histoire-là, c'est que les Russes perdent 500 000 hommes, continuent à avancer. Les Ukrainiens qui ont perdu 43 000 hommes
se cherchent, ne savent plus à quel sens se vouer et cherchent des hommes pour recruter. Au point qu'ils ont même ils ont baissé l'âge de la circonscription. Et ils voulaient aller jusqu'à, les Américains leur ont demandé d'aller jusqu'à 18 ans. En fait, la réalité des faits est que l'Ukraine a été signée démographiquement. D'abord, les gens sont allés en exil, beaucoup ont fui le pays, mais sur le plan militaire, c'est une signée terrible. Moi, je suis persuadé, les données qui étaient sorties au tout début, il y avait une source israélienne ou turque qui avait sorti des données en 2023, on parlait d'un ratio de 1 sur 5, là. Quand même, si les Russes perdent 20 000 hommes, du côté ukrainien, on estimait à 100 000. Et ce n'était pas des données russes. Et on C'est le énorme. voit aujourd'hui, oui, c'est énorme, on le voit aujourd'hui, on voit aujourd'hui la difficulté pour l'Ukraine de recruter. Il n'y a plus personne. Est-ce que vous connaissez l'âge moyen des combattants ukrainiens des combattants ukrainiens aujourd'hui? Non. C'est 45 ans. L'âge moyen de combattants ukrainiens. C'est-à-dire que les gens sont tellement morts là-bas, les Russes les ont saignés. Et les Russes, on les connaît, ils ont la réputation d'être des grands artilleurs. Mais ils ne l'ont pas beaucoup fait en Ukraine, justement parce que ceux qui étaient en face, c'était leurs frères. Et comparer, Philippe, l'implication russe à l'implication israélienne à Gaza, pour vous faire une idée. Les Israéliens ont lancé sur Gaza, je crois, ils ont dit qu'ils ont lancé en un mois l'équivalent de toutes les bombes que les Russes avaient lancées en Ukraine en 2 ans. Bon, si les Russes avaient appliqué la même logique aux Ukrainiens, vous pensez que la guerre aurait duré 3 mois, 3 ans? Ils auraient rayé l'Ukraine de la carte. Sauf que les Russes ne pensent pas comme ça. Et c'est là où les Occidentaux se trompent sur la stratégie russe. Parce qu'en fait, en réalité, ils n'ont pas cherché à comprendre le point de vue russe de la guerre. Hmm. Ils se sont, ils sont passés leur temps à analyser le conflit, non pas selon la perspective russe, mais selon la perspective occidentale. Occidental, C'est oui. la raison pour laquelle ils ont perdu. Ils sont en train de perdre aujourd'hui. Ils ont perdu la guerre. Et si les Européens sont agités, et même une partie de l'establishment américain est agité dans cette histoire-là, c'est parce que ce n'est pas seulement la défaite de l'Ukraine. Aux yeux du monde, c'est aussi la défaite de l'Occident, qui s'est impliqué de manière active dans cette guerre avec les résultats que nous savons, que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a tout ça dedans. Et donc, le fait d'avoir analysé le conflit, non pas selon le point de vue russe, mais selon le point de vue occidental, avec tout ce que cela a de préjugés, de stéréotypes, a fait que l'appréciation de la situation a été problématique et l'Ukraine en paye le prix aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où l'Ukraine demande, Zelensky surtout demande à Trump de faire main basse sur les richesses de l'Ukraine pour continuer à le soutenir militairement. Parce que l'Ukraine est un pays riche en terres rares, on le sait aujourd'hui. Et Zelensky demande à l'Ukraine non, aux États-Unis, à Trump, États-Unis. de faire main basse sur les richesses de son pays en échange d'un soutien américain, mais ça n'arrivera pas. Pour la simple et bonne raison que la plus grande partie de l'Ukraine qui est riche, ce qu'on appelle l'Ukraine utile, c'est l'Est, qui est occupé par les Russes. Oui, il y a des ressources dans d'autres coins du pays, mais la plus grande partie, c'est là. Trump n'est pas un vent en guerre. Il aimerait faire des affaires avec l'Ukraine, mettre la main sur les ressources ukrainiennes, mais pas au point de risquer la survie des États-Unis, parce que Trump sait que celui qui est en face, Poutine, est à la tête d'un pays d'une la première puissance nucléaire au monde. Et Trump a dit à plusieurs reprises, c'est un conflit qui peut dégénérer et personne ne gagnera si ça dégénère. Donc, c'est ça la réalité du conflit aujourd'hui. Et tout ce qu'on disait, parce que nous, on nous avait traité de suppôts de la Russie, des pro-russes, tout ce qu'on veut, mais nous, on avait analysé, moi personnellement, j'avais analysé les événements à froid. Et les faits aujourd'hui nous donnent raison. Pourquoi? Parce que l'Ukraine ne va pas décider de l'avenir de son pays. Il y aura une discussion, et je l'avais dit dans une émission qu'on a faite. J'avais dit qu'il y aura une discussion entre la Russie et les États-Unis. Les Européens, les Ukrainiens vont suivre à partir de la fenêtre, comme nous tous ici, là. Mais ce sont les deux grandes puissances qui vont décider et les résolutions sortiront des desiderata russes, qu'on ne vous trompe pas. Même si Trump fait du bruit, Trump ne changera pas. Il faut comprendre la perspective russe. Cette affaire ukrainienne est une question de survie. Il faut le comprendre. Donc les Russes ne vont reculer devant rien du tout. Et Lavrov l'avait dit, si les Européens, les Occidentaux veulent nous tester, qu'ils comprennent que pour nous, c'est une question de survie et que nous sommes prêts à tout. L'utilisation de missiles Oshnik là, qu'ils avaient utilisé
il y a quelques mois, était un message envoyé aux États-Unis. C'était pas pour l'Ukraine. Ils ont sorti un missile que les Occidentaux, donc, qui n'était pas connu des Occidentaux premièrement, et qui a touché sa cible sans que personne ne puisse voir d'où il est parti. Parce que c'est ce qu'on appelle les missiles hypersoniques, qu'on ne peut pas intercepter. Et vous pensez que les Occidentaux, et plus particulièrement les Américains, sont stupides pour risquer une guerre avec une puissance qui détient ce type de missiles et qui ne sont pas interceptés, qui ne peuvent être interceptés? Non. Ça, c'est la réelle politique. Maintenant, je crois que dans cette histoire ukrainienne, la réelle politique est revenue au cœur du jeu. La propagande, les gesticulations politiques et tout, c'est fini. Maintenant, c'est la réelle politique qui est revenue au cœur du jeu entre les deux grandes puissances. Ils sont les deux qui vont discuter de la suite des choses. Les Ukrainiens, leur président, ne feront que, voilà, ils vont simplement apprécier ce qui va être décidé, que ce soit eux ou les Européens. Les Ukrainiens sont les grands perdants de tout ceci. Mais ils ont toujours été les grands perdants. En acceptant de jouer les sous-traitants des Américains dans cette guerre, en fait, je pourrais dire qu'ils étaient en porte-à-faux avec leur propre histoire. Quand on connaît l'histoire de l'Ukraine et de la Russie est née en Ukraine, à Kiev. Donc, c'était déjà problématique. Accepter de jouer les sous-traitants des entités qui n'ont rien à voir avec vous et qui sont à des milliers de kilomètres de vous était déjà suicidaire comme démarche. Et je crois aussi que les Occidentaux ont misé sur la personnalité de Zelensky, qui est un ancien comique et qui a pris au sérieux tout ce qu'on disait à son sujet par la propagande occidentale au point de sacrifier son pays sur l'autel des intérêts géopolitiques de l'Occident et tout particulièrement des États-Unis. C'est dommage. C'est une guerre de plus dans laquelle les principaux protagonistes, les Ukrainiens, auront été finalement victimes des choix de leurs dirigeants. Parce que les Ukrainiens, je ne suis pas sûr qu'ils voulaient de cette guerre-là. En tout cas, on leur a promis plein de choses et au final, ils n'auront jamais eu Mais tout ce qui leur a été promis. oui, mais il y a plusieurs Ukraines aussi, hein. C'est comme il y a plusieurs Congo. C'est comme il y a plusieurs Cameroun. Quand vous parlez au Cameroun, aux anglophones, vous parlez aux Bamileke, vous parlez aux Bétis, dépendamment de leur positionnement culturel, idéologique et tout, ils ne vont pas toujours avoir les mêmes opinions sur les questions de politique intérieure, de politique nationale. En Ukraine, vous avez l'Ukraine de la partie ouest qui était quand même très pro-occidentale, et ça se comprend au regard de l'histoire, et la partie est qui était très pro-russe. Et je pense que les pro-occidentaux ont été assez stupides pour ne pas comprendre que pour les Occidentaux, c'était un jeu entre grandes puissances et non la défense des intérêts ukrainiens. Ils ont succombé à cette propagande. Ils ont vu l'Occident, les pays occidentaux ouvrir leurs frontières aux Ukrainiens. Ils ont dit oui, voilà, nous sommes du bon côté, nous allons nous battre. Regardez les plateaux de télé français. Regardez les Ukrainiennes là qui passent souvent là, euh, qui arrivent, qui disent n'importe quoi, qui ne comprennent rien à leur pays. Ils cautionnent des choses qui sont Oui, terribles ils pour sont leur juste pays. dans finalement, leur but ultime, c'est insulter Poutine à longueur de journée. Insultés, mais Ouais. c'est ça. Ils sacrifient leur pays sur l'autel des intérêts qui les dépassent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, quand vous regardez Zelensky, parfois vous vous dites, est-ce que ce type, il est normal? Parce que vous ne pouvez pas sacrifier votre pays à ce niveau. Mais ça se comprend. Zelensky était un ancien comique. Quand vous voyez Zelensky, il est tout le temps en train de faire de la communication. Sa tenue qu'il met souvent, c'est de la communication qu'il Oui, c'est vrai. fait. Il a été coaché par des firmes de relations publiques américaines et il a pris au sérieux le rôle qu'on lui avait attribué. Et comme je le dis souvent, la politique au plus haut niveau n'est pas un jeu pour des esprits étroits, ni pour des spectateurs paresseux, parce qu'il arrive en politique que les acteurs eux-mêmes ne comprennent pas leur rôle dans le scénario du film qu'on leur a proposé ou dans lequel ils jouent. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Zelensky. Il est dans un film dont les scénarios ont été écrits par d'autres et dont la finalité est connue de ceux qui ont écrit le script du film et pas de lui qui joue simplement le rôle de figurant, d'acteur. Et c'est l'Ukraine qui en paie le prix parce que c'est un pays qui est totalement détruit. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine aujourd'hui vit grâce à l'aide occidentale, dont des prêts. Autrement dit, c'est un pays qui est déjà confisqué par des entités occidentales. Sa reconstruction se fera par les Occidentaux qui auront un droit de regard sur ce qui va se passer là-bas par la suite. En réalité, l'Ukraine ne s'appartient plus.
Et quand Zelensky demande au président Trump de mettre la main sur les ressources ukrainiennes, c'est une façon de vous dire, de lui dire, écoute, je vous cède mon pays en échange de votre protection. Mais vous ne pouvez pas céder votre pays ou vos richesses en échange d'une protection qui repose sur ces richesses-là au détriment de la population. Et il faut aussi rappeler, parce que les gens, beaucoup, les médias occidentaux n'ont pas parlé de ça. Vous savez qu'après le coup d'État de Maïdan en 2014, certains ministres ont été nommés par les Américains. Oui, C'est terrible. Donc, c'est un pays qui était déjà devenu une succursale de l'OTAN pendant un bon bout de temps. Et c'est la raison pour laquelle les pays de l'OTAN ont formé les militaires ukrainiens pour plus tard combattre les Russes en se disant, parce que le pari américain était simple, l'Ukraine provoque la Russie attaque, les Occidentaux imposent des sanctions qui conduisent à l'effondrement de la Russie, et puis le tour est joué. C'était tout à ça fait, le pari. tout à fait. Mais les sanctions n'ont pas réussi. L'Ukraine a été détruite, comme l'avait prédit le grand géopolitologue américain John Mearsheimer. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas en réalité une surprise pour ceux qui ont analysé ce conflit de manière froide et sans parti pris. Mais écoute, Patrick, je pense qu'on reviendra dessus. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Et puis peut-être sur le conflit d'ailleurs enfin, la guerre d'Israël en Palestine. L'arrivée de Trump semble accélérer les choses. On entend des scénarios ahurissants proposés par le président des Oui, États-Unis. Ça peut faire l'objet aussi d'une analyse aussi. exactement. Merci beaucoup les amis. Dans les commentaires, comme d'habitude, partagez vos retours et je vous dis à très bientôt.